À 2h37 du matin, le long du périmètre sud du 122e district militaire de Moscou, un silence enveloppait les défenses extérieures de la capitale. Puis, sans avertissement, un essaim de drones ukrainiens à longue portée, lancé depuis des pistes secrètes près de Soumy, fendit le ciel nocturne. Au sol, des équipes d'infiltration avançaient sous le couvert des radars, tirant des brèches robotisées et des véhicules de guerre électroniques vers le périmètre. Ce n'était pas une simple incursion, mais une frappe multidimensionnelle coordonnée visant le poste de commandement aérien le plus sensible de la Russie. En quelques secondes, le calme allait exploser, ouvrant la voie à une nouvelle ère de guerre hybride. À peine quelques instants après que les premiers drones eurent percé le ciel nocturne de Moscou, le véritable jeu commença au sol. À 2h39 précises, alors que le réseau radar russe peinait à comprendre l'essaim aérien, entrant une seconde vague plus silencieuse se mit en mouvement. Des drones de reconnaissance ukrainiens, à peine plus grands qu'un sac à dos, survolaient le périmètre à basse altitude, désignant par laser les nœuds clés tours radar, réservoirs de carburant et dépôts de munitions enfouis sous des hangars renforcés. Puis vinrent les machines. Deux véhicules terrestres sans pilote UGV à chenilles, pas plus grands qu'un quad, avançaient sous des filets de camouflage. Chacun déploya une paire de mines magnétiques à la base d'une clôture d'acier de 306 mètres. Quelques secondes plus tard, une détonation précise ouvrit une brèche suffisamment large pour laisser passer des véhicules blindés. Simultanément, un camion de guerre électronique Crash Shrek, modifié pour des opérations furtives, activa une impulsion de brouillage directionnel, aveuglant les radars PVO russes pendant 30 secondes cruciales assez longtemps pour couvrir l'avancée. En approchant de la porte 3, une équipe des forces spéciales ukrainiennes se déplaçait avec une précision d'horlogerie. Deux soldats portaient des mini-drones guidés par intelligence artificielle, silencieux, intelligents, mortels. Le premier drone scanna verrouilla et neutralisa le garde dans la tour. Le second survola une barricade en béton, éliminant le second sentinelle d'un tir précis. Pas d'alarme, pas de panique. Avec les deux gardes neutralisés, l'équipe d'assaut força la porte et pénétra dans le parc automobile extérieur. Toute la manœuvre de la brèche à l'entrée prit moins de 3 minutes. Pas un seul coup de feu tiré. Pas une voix, pas d'éclat, juste des ombres en mouvement. Et pour les Russes à l'intérieur, la guerre était déjà arrivée avant qu'ils ne réalisent qu'elle avait commencé. Alors que l'équipe d'infiltration sécurisait le parc automobile extérieur, le ciel au-dessus de Moscou s'embrassa de précision et de chaos. À 2h42, le premier salve de l'attaque aérienne ukrainienne commença une danse orchestrée de puissance de feu, conçue pour surcharger, confondre et détruire. 6 drones à longue portée, 4 de classe Beaver et 2 variantes Punisher descendirent d'une haute altitude comme des prédateurs silencieux. Chacun avait été préprogrammé avec des coordonnées de cible transmises quelques minutes plus tôt par les drones de reconnaissance. Leur mission était claire: éliminer les réseaux radars et aveugler les lanceurs S-400 gardant le périmètre intérieur de la base. En quelques secondes, les deux premiers drones s'écrasèrent sur un mât radar de 15 mètres, provoquant une boule de feu qui illumina l'horizon sud. Quelques instants plus tard, la vague suivante frappa une batterie de S-400 garés, réduisant leur tube de lancement en un amas de débris enflammés. À 1000 pieds au-dessus, une paire de MiG-29 ukrainiens traversa la stratosphère, traînant des traînées de condensation et attirant l'attention russe. Leur rôle n'était pas de frapper, mais de provoquer. Comme prévu, au moins 3 systèmes Pantsir S-1 s'activèrent en tirant des salves de traçantes et des missiles intercepteurs dans le ciel vide. Les MiG s'échappèrent sans encombre. Mission accomplie. Les défenses aériennes russes avaient mordu à l'hameçon. Au même moment, frôlant à peine 3 mètres au-dessus des cimes des arbres, 3 drones d'attaque robotisés baptisés Chisel se faufilèrent à travers les interstices de l'éclairage du périmètre. Chacun portait une charge explosive à pénétration et une unité de brouillage de signature thermique. Ils atteignirent les réservoirs de carburant et le dépôt d'hélicoptères sans être détectés, s'écrasant sur leur cible avec une précision dévastatrice. Des explosions secondaires secouèrent le complexe, des dizaines de gallons de carburant d'aviation s'enflammant en une colonne de flammes imposante. À 12 miles de là, une batterie de lance-roquettes BM-21 Grad ukrainien tira une salve de roquettes de 100 mm sur le bord ouest de l'installation. Mais elles n'étaient pas destinées à détruire, elles devaient masquer. Le barrage de roquettes souleva des nuages de poussière et de feu, créant un écran de fumée suffisamment dense pour bloquer l'imagerie thermique
et masquer le mouvement de la force d'assaut principale ukrainienne qui se rapprochait maintenant du sud-est. Chaque élément de cette opération était synchronisé, air-sol, machines humains, et pour les troupes russes piégées à l'intérieur du périmètre, cela ne ressemblait plus à une incursion, mais à un siège. À 2h48, alors que les flammes s'élevaient encore du dépôt d'hélicoptères et que les tours radars gisaient en ruines fumantes, les défenses aériennes russes commencèrent enfin à réagir. Des sirènes hurlaient à travers le district militaire sud. Des projecteurs balayaient le ciel. Le bouclier prétendument impénétrable de Moscou avait été percé et il s'efforçait maintenant de combler des brèches. Mais l'Ukraine n'avait pas fini. Les premières salves n'étaient qu'un prélude. Ce qui suivit fut conçu pour pousser les défenses russes à leur point de rupture. À 2h50 précises, l'Ukraine lança une vague coordonnée de 12 drones leurres déployés simultanément depuis 3 directions cardinales, sud-ouest, sud-est et directement à l'est, imitant les signatures de drones de combat plus gros. Chaque leurre volait de manière erratique, émettant des flashs infrarouges, simulant des changements d'altitude imprévisibles et générant de faux retours radar. L'objectif n'était pas de frapper, mais de distraire. Et cela fonctionna. Les systèmes Panzer tiraient dans toutes les directions. Des dizaines de missiles solaires illuminaient le ciel nocturne visant des ombres. Les opérateurs radars à l'intérieur du 122e district militaire se retrouvaient submergés par un écran encombré trop de cibles, aucune clarté, aucune certitude. La défense en couche réputée de Moscou était forcée de diviser son attention et sa puissance de feu. Dans ce chaos, la véritable force de frappe se déplaça. 4 drones armés, chacun portant une ogive explosive de 45 kg, volaient en bas le long du cours de la rivière Moskva. Leurs moteurs étaient presque silencieux, leur signature thermique masquée par l'air frais de la rivière. En suivant le cours d'eau sinueux, ils contournèrent les clusters radars concentrés ailleurs. En quelques minutes, les drones se rapprochèrent à seuil 9 du bunker fortifié du district. Chaque drone avait une cible distincte, le dépôt de carburant souterrain, le poste de commandement de l'aérodrome, l'unité de missiles mobiles et le relais de communication interne. Leur arrivée fut presque simultanée et dévastatrice. Mais la Russie n'était pas la seule à réagir. À 2h53, depuis l'autre côté de la frontière, près de Tchernihiv, une batterie Patriot PAC-3 verrouilla un lancement de missiles de représailles depuis la base aérienne de Kubinka, située à 45 km à l'ouest de Moscou. Kubinka avait tiré 2 missiles tactiques de type Iskander, probablement visant des centres de contrôle de drones ukrainiens présumés. Le système Patriot suivit et intercepta les 2 ogives en vol à une altitude de 1600 mètres, les faisant exploser dans la haute atmosphère. Aucun débris n'atteignit le sol ukrainien. La stratégie de l'Ukraine était claire: frapper, appâter, surcharger et frapper à nouveau. Les drones n'attaquaient pas seulement, ils provoquaient les défenses russes, forçant une réponse, puis frappant là où ça faisait le plus mal dans cet instant d'hésitation. À ce stade, le ciel de Moscou ne se contentait pas de briller, il craquait. Et dans les salles de guerre du Kremlin, la question n'était plus seulement comment ont-ils réussi à passer, mais combien d'autres vont arriver. À 2h56, avec l'attaque sur la rivière Moskva, brisant les nœuds clés à l'intérieur du 122e district militaire, l'heure de la prise de contrôle au sol était venue. Après le chaos déclenché par les drones lourds et les frappes de précision des drones, le corridor d'assaut ouvert plus tôt par les robots de démolition UGV était toujours ouvert. Par ce passage arrivèrent 6 véhicules blindés ukrainiens Kozak, chacun pesant près de 16 tonnes modifiées pour le combat urbain, avec des coques renforcées et des tourelles de tir suppressifs. Ils roulèrent silencieusement leurs moteurs étouffés et leurs lumières éteintes, longeant la piste interne carbonisée de l'installation. À l'intérieur du Kozak de tête, une équipe d'opérateurs des forces spéciales ukrainiennes était déjà préparée pour un engagement rapproché. Alors que les véhicules s'arrêtaient juste à l'extérieur du complexe de contrôle du trafic aérien, les soldats descendirent en paire coordonnée. Se déplaçant avec précision et rapidité, ils avancèrent sur le bloc de commandement au sol où au moins 10 officiers russes étaient supposés diriger la réponse d'urgence. Avec des silencieux fixés sur leurs armes de poing, les troupes ukrainiennes forcèrent l'entrée principale, nettoyant pièce par pièce. Une grenade flashbang lancée dans le couloir principal étourdit les occupants, suivie d'une série de tirs contrôlés 2 par cible. 2 officiers russes tentèrent de demander de l'aide par radio, mais le relais de communication avait déjà été détruit par l'impact d'un drone précédent. En 90 secondes, le bâtiment était sécurisé.
Au même moment, un drone kamikaze FPV contrôlé par un observateur avancé tapis près du hangar 4 s'engouffra dans une ruelle de service et plongea à travers une fenêtre brisée à l'étage supérieur du centre de coordination radar à plusieurs niveaux. Il explosa directement dans la baie des opérations, faisant s'effondrer le plafond et coupant l'alimentation électrique de la grille de défense côté Est. Pendant ce temps, sur la place centrale des tireurs d'élite de la 3e brigade d'assaut ukrainienne, grimpèrent sur 2 des EPC Cosaques. Armés de fusils à verrou silencieux et de lunettes thermiques, ils assuraient une couverture. Leur mission principale empêchait les renforts russes de se regrouper. Chaque mouvement était chronométré, chaque angle couvert. Du ciel au sol dès lors à la force de pénétration, les couches de la stratégie d'armes combinée de l'Ukraine convergeaient. Le personnel russe à l'intérieur de la base ne défendait plus une installation, ils y étaient piégés. Et à l'extérieur des murs du périmètre, les bruits de l'artillerie entrante emplissaient à nouveau l'air. L'opération était loin d'être terminée, mais l'Ukraine n'attaquait plus seulement, elle occupait. À 3h02 avec le centre de contrôle principal capturé et la coordination radar paralysée, l'Ukraine détenait une domination tactique sur la section sud du 122e district militaire de Moscou. Mais Moscou n'allait pas abandonner son joyau sans se battre. Des appels détournés depuis des avant-postes proches déclenchèrent la première contre-attaque significative de la Russie. Depuis l'aérodrome de Kubinka, à seulement 45 km à l'ouest, 2 hélicoptères d'attaque K-52 Alligator furent déployés. Armés de missiles anti-blindage VKM et d'un canon automatique de 30 mm, ils furent envoyés pour reprendre la piste et neutraliser les forces terrestres ukrainiennes. Ils volaient bas et vite, rasant les lignes d'arbres à plus de 290 km, espérant exploiter ce qui restait de la couverture radar brisée. Mais l'Ukraine avait anticipé cela. Tapis dans l'ombre du parc automobile, un petit convoi de drones tueurs de rotors surnommés Scythe Hawks attendait. Ces quadricoptères n'étaient pas conçus pour exploser. Ils étaient faits pour brouiller. Équipés d'émetteurs RF directionnels et de systèmes de ciblage acoustique passifs, ils pouvaient se verrouiller sur les fréquences uniques des rotors d'hélicoptères et perturber leurs signaux de contrôle. À 3h05, alors que les K-52 entraient dans la portée visuelle du complexe, 2 Scythe Hawks s'élevèrent depuis des lanceurs camouflés. En 10 secondes, les 2 hélicoptères perdirent leur stabilisation. L'un spiralait dans la ligne d'arbres derrière le hangar 3. Le second s'écrasa sur un camion-citerne près de la clôture provoquant une explosion aveuglante. Le ciel redevint silencieux. Mais à l'intérieur du bunker de commandement, un dernier bastion de résistance russe montait une défense désespérée. Environ 12 soldats russes s'étaient barricadés derrière une cloison d'acier renforcée, tirant sporadiquement à travers des fentes d'observation et des écoutilles. Ils refusaient de se rendre. Plutôt que de risquer une bataille prolongée, pièce par pièce, l'Ukraine déploya un robot de brèche à chenilles de la taille d'une tondeuse à gazon, équipé d'un système de bélier de porte et d'une grenade à flux thermique conçue non pas pour tuer, mais pour désorienter. Le robot avança, encaissa 2 tirs d'armes légères et continua. Il enfonça la porte une fois, 2 fois, puis déclencha la charge. Ce qui suivit ne fut pas du feu, mais un choc et une cécité, une onde de pression d'énergie sans chaleur qui rompit les tympans et fit tomber les défenseurs au sol. En 40 secondes, les opérateurs ukrainiens entrèrent. Ils trouvèrent 8 soldats russes vivants, mais blessés, certains conscients, d'autres étourdis. Les ordres étaient clairs, pas d'exécution. Les médecins de la 3e brigade d'assaut prodiguèrent des pansements de campagne de la morphine et transportèrent les blessés à l'extérieur sur des civières pliables. Dans une guerre bâtie sur la vengeance, ce moment était différent. L'Ukraine ne se contentait pas de démanteler les défenses. Elle démontrait le type de force qui choisit la retenue plutôt que la revanche. À 3h24, le chronomètre de la mission atteignit 47 minutes. Avec la dernière résistance russe neutralisée et tous les objectifs stratégiques atteints, les forces ukrainiennes initièrent leur protocole de repli préprogrammé. Un signal final fut transmis depuis le contrôleur avancé, colis complet, fin de l'opération. Au cœur de la base, des charges placées plus tôt par les équipes de démolition furent armées à distance reliées au dépôt principal de munitions. Quelques secondes plus tard, l'entrepôt souterrain de roquettes, de piles à combustible et d'obus d'artillerie explosa dans une réaction en chaîne tonitruante. Une boule de feu s'éleva à près de 365 mètres dans le ciel, projetant une lueur orange-rouge sur le sud de Moscou.
L'explosion fut si intense qu'elle fut enregistrée par des capteurs sismiques civils. Sous le couvert d'une artillerie fumigène prédéployée, les unités terrestres ukrainiennes entamèrent un retrait coordonné le long du même corridor qu'elles avaient forcé à l'entrée, maintenant noirci par les débris, mais toujours intact. Les véhicules reculèrent en formation serrée. Les tireurs d'élite restèrent en couverture jusqu'à ce que la dernière unité soit dégagée. Un véhicule de guerre électronique, endommagé par un tir proche plus tôt, fut laissé derrière mais pas intact. À 3h26, une charge retardée se déclencha vaporisant le camion pour empêcher les équipes technologiques russes de reverse engineer ces systèmes. À Kiev, les opérateurs observaient la télémétrie finale des drones en temps réel. Tous les drones de la mission avaient atteint leur cible. Quelques-uns s'en sortirent même. La bataille était terminée. Le message avait été délivré. Alors que les dernières unités ukrainiennes quittaient la zone d'explosion et que le soleil se levait sur l'horizon de Moscou, le champ de bataille redevint silencieux. Mais les implications résonnaient bien plus fort. L'Ukraine venait d'exécuter une frappe coordonnée au cœur de la capitale russe, paralysant la grille de commandement radar occidentale pendant environ 72 heures. Le coût pour la Russie était plus que matériel, il était stratégique. Forcé de réassigner des unités de défense aérienne depuis Belgorod, le Kremlin exposa par inadvertance son flanc nord, ouvrant un corridor potentiel pour des contre-offensives ukrainiennes près de Kharkiv. Si une opération de 47 minutes pouvait ébranler le cœur de Moscou, que ferait 100 frappes coordonnées? Et pourtant, au milieu des ruines, l'Ukraine avait fait preuve de retenue, soignant les ennemis blessés plutôt que de chercher la vengeance. Alors que la colonne de fumée s'élevait à 200 pieds derrière eux, un drone de reconnaissance solitaire survola la tour Ostankino, posant une dernière question dans le ciel. La guerre a changé. Le monde le réalisera-t-il à temps? À 3h40, les approches brumeuses de Vovchansk reposaient tranquillement le long des rives du Seversky Donetsk. Puis, sans avertissement, amestivement, les batteries russes ouvriront le feu, déchaînant un torrent de roquettes thermobariques depuis des lignes d'arbres cachées à l'est de la ville. Le barrage s'écrasa sur les véhicules radars ukrainiens et les bunkers avançaient avec une force explosive, chaque ogive capable de raser un pâté de maison. Ce n'était pas une escarmouche, c'était une frappe de la taille d'une brigade conçue pour déchirer le flanc nord-est de l'Ukraine et ouvrir grande la porte vers Kharkiv. En quelques secondes, le silence disparut et le champ de bataille explosa dans une leçon en plusieurs phases de la guerre moderne. La tempête de roquettes s'était à peine calmée que l'Ukraine répondit avec son arme invisible. Depuis des positions camouflées à l'ouest de Vovchansk, des camions de guerre électroniques s'activèrent leurs antennes radar balayant le ciel. En quelques secondes, ils inondèrent les ondes de signaux de brouillage étouffant chaque fréquence utilisée par les Russes pour guider leurs tirs d'artillerie. Les équipages ennemis, essayant de verrouiller des cibles, trouvèrent soudain leurs écrans remplis de parasites, leur système de contrôle de tir aveuglé. Au-dessus de la brume, des essaims de petits drones quadricoptères s'élevèrent dans la nuit bourdonnant comme des guêpes en colère. Chacun portait des caméras thermiques et des relais en direct dressant une carte numérique du champ de bataille en temps réel. Depuis les lignes d'arbres et les champs à 2 miles de distance, les positions d'artillerie russe s'allumaient comme des points lumineux sur les moniteurs ukrainiens. Les opérateurs marquaient une batterie après l'autre, transmettant les coordonnées avec une précision extrême au poste de commandement souterrain. Ce qui avait commencé comme une frappe tonitruante visant à briser les défenses ukrainiennes devenait maintenant un piège se déroulant en silence. Les drones pas plus grands qu'un sac à dos survolaient les équipes d'artillerie inconscientes qu'elles avaient déjà été repérées. Chaque point identifié signifiait un paquet de frappes en attente. La réponse de l'Ukraine ne consistait pas à répondre au feu par le feu, mais à briser la chaîne de destruction à sa racine, transformant le barrage initial russe en un handicap. Le premier contre-coup était prêt à tomber. L'essaim de drones de reconnaissance survolant Vovchansk avait fait son travail. Les batteries russes étaient marquées leur position intégrée dans la matrice de frappe ukrainienne. Mais le prochain coup ne viendrait ni du ciel au-dessus, ni des champs à proximité. Il venait de loin sous la mer Noire, où un sous-marin diesel électrique ukrainien rôdait en silence, glissant dans les eaux profondes comme un prédateur attendant son moment. À 4h27, l'ordre fut donné. Les écoutilles s'ouvrirent et une salve de missiles de croisière à longue portée jaillit dans la nuit, rasant le terrain à peine 30 mètres au-dessus de la surface.
Les missiles filaient vers l'intérieur à près de 885 km/h, serpentant à travers les vallées et frôlant les cimes des arbres. Leur cible n'était pas les lignes de front où les roquettes russes étaient tombées quelques minutes plus tôt, mais les lignes vitales derrière elles, dépôts logistiques, packs de stockage de carburant et stations radar s'étendant jusqu'à 143 km de la ville. Les premières explosions arrivèrent sans avertissement. Un dépôt de ravitaillement russe rempli de palettes de munitions et de camions-citernes explosa dans une boule de feu si grande qu'elle illumina l'horizon comme un lever de soleil. Des explosions secondaires suivirent alors que les obus d'artillerie entreposés s'enflammaient éparpillant des débris à travers le complexe. Quelques minutes plus tard, un autre missile s'écrasa sur un site radar qui dirigeait les tirs à longue portée, faisant s'effondrer sa tour dans une pluie d'acier. Ce qui rendait la frappe dévastatrice, ce n'était pas seulement la destruction, mais le timing. Alors que la Russie pensait encore avoir l'Ukraine sous le feu de l'artillerie, son arrière-garde était soudain en flammes. Les convois s'arrêtèrent sur les routes de campagne incertains d'être les prochains. Les réseaux radios se remplirent d'appels brisés pour des instructions, mais les radars même destinés à les guider avaient été réduits à des débris tordus. Depuis le poste de commandement de Vovchansk, les officiers ukrainiens observaient le chaos se dérouler sur les flux de drones en direct. Les sous-marins avaient étendu la portée de l'Ukraine, prouvant que le champ de bataille ne se limitait plus aux tranchées et aux lignes d'arbres. Le front russe continuait de tirer, mais sa colonne vertébrale se brisait. C'était la seconde lame d'une offensive multicouche, une frappe inattendue depuis la mer qui trancha profondément dans l'arrière-garde ennemie, coupant les artères qui alimentaient des canons désormais piégés sous le brouillage électronique. La précision calme du lancement contrastait avec le chaos qu'il déchaînait, laissant les commandants russes face à une prise de conscience sinistre. Le bras de l'Ukraine était plus long qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Les missiles de croisière lancés par sous-marins avaient déchiré des trous dans l'arrière-garde russe, laissant les dépôts de carburant en feu et les tours radars tordus en ruine. Mais l'Ukraine savait que l'élan ne pouvait être maintenu par des frappes seules. Les cieux au-dessus de Vovchansk étaient encore hérissés d'avions de chasse russes, prêts à protéger les unités d'artillerie et à contre-attaquer. C'est alors que la phase suivante commença le lâcher du troupeau de fer ukrainien. À 5 heures, des moteurs rugirent sur des pistes cachées. Une formation de MiG-29 s'éleva dans la brume de l'aube, leurs silhouettes tranchant vers le haut comme des lames. Derrière eux, des Su-27 grimpèrent en soutien plus lourd et portant des missiles à plus longue portée. Haut dans le ciel, des drones suicides jetables chargés d'explosifs et guidés par des opérateurs en direct affluèrent dans la zone de combat, volant bas d'abord puis s'élançant vers le haut comme des étincelles d'un feu de camp. Les Russes l'attendaient. Depuis le nord, un escadron de Su-35 rugit élégant et mortel armé de missiles à tête chercheuse radar. Ils étaient confiants, la doctrine russe s'était toujours appuyée sur le Su-35 comme carte maîtresse de la supériorité aérienne. Mais l'Ukraine ne jouait pas le même jeu. Les drones bougèrent en premier. Au lieu de chasser directement les cibles, ils plongèrent tête baissée sur la formation russe, forçant les pilotes de Su-35 à réagir. Les cockpits s'illuminèrent de tonalités d'alerte aux missiles, alors que les drones suicides se rapprochaient à plus de 400 km/h. Les pilotes furent forcés de zigzaguer durement, de rompre la formation et de larguer des leurs pour éviter les détonations en plein vol. Dans ces interstices, ces fenêtres de chaos, les MiG-29 ukrainiens bondirent. Les verrouillages radars furent rapides et les missiles jaillirent de sous leurs ailes. 2 chasseurs russes furent touchés en quelques secondes, l'un spiralant dans la ligne d'arbres, l'autre explosant en une boule de feu à 3600 mètres d'altitude. Les Su-27 entrèrent depuis une altitude plus élevée, lançant des missiles R-27 à moyenne portée dans la confusion, ajoutant une autre victoire au tableau. Les Su-35 tentèrent de se reformer, mais chaque tentative était brisée par de nouvelles vagues de drones hurlant à travers leur chemin. Les pilotes qui se concentraient sur le suivi des jets se retrouvaient soudain à esquiver des kamikazes sans pilote, perdant de précieuses secondes. Chaque hésitation était une ouverture pour les chasseurs ukrainiens qui pressaient sans relâche. Lorsque le combat rapproché s'acheva, 5 chasseurs russes avaient été détruits ou chassés de l'espace de combat. Les cieux au-dessus de Vovchansk, autrefois menacés par un matériel russe supérieur, appartenaient du moins pour le moment à l'Ukraine. Depuis le sol, les soldats observaient les traînées de condensation tordues, comme des cicatrices blanches dans le ciel de l'aube ponctuées par des éclats de feu
là où les missiles atteignaient leur cible. Ce n'était pas juste un combat aérien. C'était une démonstration de tactique hybride des machines sans pilote, créant des brèches pour ceux avec pilote pour frapper. Pour la Russie, l'air était censé être leur sanctuaire. Au lieu de cela, il était devenu un autre champ de bataille où l'Ukraine prouvait qu'elle pouvait combattre différemment et gagner. Le combat aérien au-dessus de Vovchansk avait laissé le ciel marqué de traînées de fumée et de débris tombants. Les chasseurs ukrainiens avaient pris le contrôle de l'air, mais la bataille était loin d'être terminée. Avec les avions russes repoussés et l'artillerie perturbée, il était temps pour la prochaine lame de l'offensive multiphase, les hommes au sol spécialisés dans l'infiltration discrète. À 5h41, alors que les flammes illuminaient encore l'horizon depuis les dépôts en feu et que le tonnerre des jets résonnait au-dessus des équipes d'opérations spéciales ukrainiennes commencèrent leur infiltration. Se déplaçant en petits groupes de 6 à 8, elles approchèrent de la base avancée russe à la périphérie de la ville, un ensemble de bunkers renforcés de packs de carburant et de tours radio entourés de postes de garde. Au lieu de la force brute, elles apportèrent de la précision. Des drones portatifs pas plus grands qu'une assiette furent lancés silencieusement au-dessus des murs du périmètre. Leurs caméras infrarouges révélèrent les rotations des gardes, les horaires des patrouilles et les points faibles des clôtures. Chaque position fut marquée en temps réel et les opérateurs chuchotèrent des corrections dans leurs oreillettes. Quand le moment vint, des fusils à silencieux toussèrent dans l'obscurité. Les gardes tombèrent avant même de pouvoir donner l'alarme. Des brèches s'ouvrirent et les escouades s'enfoncèrent plus profondément à l'intérieur. En quelques minutes, des explosifs furent posés sur des cibles clés, réservoirs de carburant, palettes de munitions et un centre de communication niché dans un abri préfabriqué. La première explosion déchira le pack de carburant, envoyant une colonne de feu à 30 mètres dans les airs. Des explosions secondaires secouèrent des camions garés, chacun alimentant l'incendie. La panique se répandit dans la base russe alors que les alarmes retentissaient. Mais les canaux de commandement s'effondraient déjà. L'abri de communication avait été réduit en gravat par une autre charge temporisée. Depuis l'intérieur du chaos, les opérateurs ukrainiens dirigeaient des forces de suivi plus lourdes à l'aide de désignateurs laser marquant les structures survivantes pour des frappes de drones ou d'artillerie. Le poste de commandement avancé, autrefois le cerveau de l'assaut russe, était maintenant coupé aveugle et noyé dans la confusion. À la lumière de l'aube, ce qui avait été une zone de préparation fonctionnelle n'était plus qu'une ruine fumante. Les forces spéciales se fondirent à nouveau dans les lignes d'arbres, laissant la destruction derrière elles et les troupes russes en désarroi. Le combat pour Vovchansk ne se limitait plus à tenir des lignes. L'Ukraine avait porté la guerre directement dans la forteresse ennemie. Et alors que les cieux au-dessus bourdonnaient encore de drones, le sol racontait désormais la même histoire. L'offensive russe avait été éventrée de l'intérieur. La base avancée russe à la périphérie de Vovchansk était déjà une ruine fumante, son pack de carburant brûlant comme une torche et son poste de commandement paralysé. Mais ce n'était qu'une pièce d'un plan plus vaste. Le plan de bataille ukrainien avait été conçu comme un piège à multiples mâchoires, et maintenant elles se refermaient toutes en même temps. À 6h15, le ciel au-dessus de la ville s'assombrit du bourdonnement de dizaines de drones d'attaque. Ce n'étaient plus seulement des éclaireurs, ils étaient chargés d'ogives et plongeaient depuis 1 mile d'altitude. L'un après l'autre, ils s'écrasèrent sur les colonnes blindées, avançant vers la rivière, détonnant à l'impact et dispersant des fragments enflammés dans la boue. L'infanterie russe se précipita pour se mettre à couvert, mais chaque mouvement les exposait sur les flux de drones, les transformant en nouvelles cibles. Loin derrière le front, la seconde vague arriva. Les missiles de croisière tirés des heures plus tôt par le sous-marin ukrainien atteignirent leurs coordonnées finales. Des entrepôts, des dépôts de réparation et des camions-citernes longue distance explosèrent en boules de feu orange qui illuminèrent les échelons arrière. Les convois s'immobilisèrent sur les routes coupées des approvisionnements, alors que le champ de bataille se resserrait comme un nœud coulant. Dans les airs, les chasseurs ukrainiens maintenaient un contrôle de fer sur l'espace aérien. Les MiG-29 tournaient de bord chassant les retardataires, tandis que les Su-27 restaient en altitude pour dissuader toute nouvelle sortie russe. La guerre aérienne avait basculé de manière décisive. Les pilotes russes restaient cloués au sol, réticents à risquer plus de pertes dans un ciel désormais dominé par leur ennemi. Au sol, les forces spéciales poursuivaient leur sabotage. Les explosions à l'intérieur de la base russe semaient la panique, tandis que les désignateurs laser guidaient l'artillerie entrante sur les bunkers survivants.
Les flammes grimpaient plus haut visibles à des kilomètres. Un phare de l'effondrement. En désespoir de cause, les commandants russes lancèrent des véhicules blindés des transporteurs BMP et des chars T-72, espérant percer et soulager leurs lignes vacillantes. Pendant un bref instant, leurs canons tonnèrent déversant du feu dans les lignes d'arbres et les positions de drones suspectés. Pourtant, la coordination avait disparu. Chaque poussée tombait dans des embuscades drones depuis le ciel équipe Erlin et Enladba sur les flancs et artillerie calibrée avec une précision quasi parfaite à partir des données de guerre électronique. À 7 heures, le champ de bataille s'était fracturé en poches de résistance isolées. Les escouades russes se combattaient férocement mais sans cohésion, piégées dans des zones de destruction, sans réapprovisionnement ni couverture aérienne. Les unités ukrainiennes resserraient le cordon, éliminant un point fort après l'autre, jusqu'à ce que l'assaut autrefois massif se soit désintégré en escarmouches éparses. Le point culminant était arrivé. Toutes les armes, drones sous-marins, chasseurs, forces spéciales, convergèrent en un seul coup de marteau. L'offensive russe à Vovchansk n'avait pas seulement été arrêtée, elle était brisée, éclatée en ruines et en feu. La marée de la bataille avait tourné et le coup pour Moscou commençait tout juste à se révéler. À la 7e heure de la bataille, le combat pour Vovchansk n'était plus incertain. La base avancée russe, autrefois le pivot de leur poussée nord-est, gisait paralysée, dépôts de carburant réduits en cendres, bunkers éventrés, réseau de commandement brisé. L'assaut ukrainien à multiples facettes avait fait son œuvre drone depuis le ciel-missile, depuis la mer chasseur au-dessus et forces spéciales à l'intérieur du périmètre. Alors que les unités ukrainiennes balayaient les ruines, elles trouvèrent un champ de bataille jonché de véhicules abandonnés et d'électronique brisée. Les antennes radar brouilleurs et radiocryptées furent emportées, chaque pièce d'équipement étant un trésor pour les officiers du renseignement. Plus significatif encore fut la capture d'un commandant de terrain russe étourdi et saignant mais vivant, extrait des décombres de son abri. Sa capture marqua l'effondrement symbolique de l'opération. Pourtant, au milieu de la destruction, une autre scène se déroulait. Des soldats russes blessés, beaucoup brûlés ou transpercés par des éclats, furent rassemblés par des médecins ukrainiens. Des bandages furent appliqués, des perfusions posées et des civières soigneusement transportées vers des points d'évacuation. Aucun coup de feu ne les suivit, seulement des ordres calmes et le bourdonnement des générateurs alimentant les hôpitaux de campagne. Le message était clair, l'Ukraine avait gagné de manière décisive, mais pas au détriment de son humanité. La fumée s'élevant de Vovchansk portait à la fois les cicatrices de la bataille et le rappel que la victoire n'exige pas la destruction de ceux qui ne peuvent plus se battre. La bataille pour Vovchansk s'acheva avec l'Ukraine en plein contrôle. La base russe, autrefois, un centre de logistique et de commandement, avait été complètement détruite, ses défenses neutralisées, son attaque sur Kharkiv stoppée net. Stratégiquement, le coup était dévastateur, route d'approvisionnement, coupé carburant et munitions perdues, puissance aérienne russe affaiblie dans la région. L'équilibre dans le nord-est avait basculé fortement. Pourtant, une question plus large persiste après une telle attaque multicouche, impliquant drones sous-marins et forces spéciales. Une forteresse russe peut-elle vraiment être considérée comme sûre? Et comment Moscou répondra-t-il à un tel choc? Au milieu des décombres, la vue de soldats ukrainiens soignant des ennemis capturés et blessés portait son propre message: la victoire n'est pas l'annihilation, mais la défense de la dignité. Au-dessus de tout cela, une colonne de fumée noire s'élevait à des milliers de pieds, avec le drapeau ukrainien flottant défiant au sommet d'une tour radar brisée.